Je m'appelle Camille. Debout au milieu du chaos qui se déploie devant moi lors de la réception de mariage de ma sœur, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont nous en sommes arrivés là. La salle est remplie de visages choqués, de conversations chuchotées et du bruit des chaises qui raclent le sol alors que les gens essaient de comprendre ce qui vient de se passer. Il y a 6 semaines, je me suis réveillé après une opération de la colonne vertébrale de 9 heures. La première chose que j'ai vue sur mon téléphone était une avalanche d'appels manqués. Encore groggy à cause de l'anesthésie, j'ai écouté le message vocal de mon père. Son ton était nonchalant, comme si ce qu'il allait m'annoncer n'était pas grand-chose. On a vendu ton appartement pour payer le mariage de ta sœur Chloé. Tu n'étais pas là, alors on a signé à ta place. 400 000 €, parti. Le mariage de Chloé n'était que dans 3 semaines. Je pouvais à peine bouger mes jambes, qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, fixant le plafond, je savais que je devais agir. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai toujours été la responsable de la famille. Mes parents tiennent un petit commerce local, mais ils ont toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Ma petite sœur, Chloé, qui a 26 ans, est influenceuse sur les réseaux sociaux depuis 3 ans. Elle a environ 15 000 abonnés, dont la plupart ont été achetés. Elle n'a jamais gardé un vrai travail plus de quelques mois. Quand j'avais 28 ans, j'ai réussi à économiser assez d'argent en faisant des heures supplémentaires dans une agence de marketing et en prenant des projets en freelance pour acheter mon propre appartement à Paris. C'était un petit 2 pièces, mais c'était le mien. Il représentait des années de travail acharné et de sacrifice. Quand j'en ai parlé à mes parents, les premiers mots de ma mère ont été « Pourquoi n'as-tu pas aidé Chloé à lancer sa marque ? Elle a plus besoin d'argent que toi d'un appartement. » Avançons de quelques années. Je souffrais d'une hernie discale depuis mes 30 ans. La douleur était parfois atroce, mais je continuais à travailler car les factures ne se paient pas toutes seules. Finalement, mon médecin m'a annoncé que je pouvais programmer l'opération. Quand j'ai appelé mes parents pour leur donner la date, ma mère semblait distraite. « Oh, c'est le même mois que les préparatifs du mariage de Chloé. Tu devras te débrouiller toute seule, ma chérie. » Elle a raccroché avant que je puisse dire un mot de plus. La semaine précédant mon opération, j'ai tout organisé moi-même. J'ai engagé une infirmière à domicile, préparé mes repas à l'avance et installé un lit dans le salon pour ne pas avoir à monter les escaliers. Pendant ce temps, mes parents m'ont appelé plusieurs fois pour me demander si je pouvais contribuer à la cagnotte du mariage de Chloé. C'est l'événement d'une vie, Camille. Le lieu seul coûte une fortune, s'extasiait ma mère. Je lui ai rappelé que je leur avais déjà donné de l'argent pour la fête de fiançailles, mais elle a dit que ce n'était pas assez et que je devrais soutenir davantage ma sœur. Je lui ai dit que je me faisais opérer dans quelques jours et que je ne pouvais plus contribuer. Son ton est devenu froid et elle a dit qu'il se débrouillerait sans moi. À mon insu, mes parents prévoyaient de vendre mon appartement depuis des semaines. Ils ont trouvé un acheteur payant comptant et ont imité ma signature sur les documents nécessaires, en faisant coïncider le tout avec mon opération. Quand je me suis réveillé avec ce message vocal, j'étais sous le choc, mais aussi rempli d'une colère froide et déterminée. J'ai appelé mon père quelques heures plus tard. Il s'est immédiatement mis sur la défensive quand je l'ai confronté. On a juste fait ce qui était le mieux pour la famille. Camille, Chloé mérite un beau mariage, et tu gagneras à nouveau cet argent, a-t-il dit. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était un crime, qu'il avait volé mon foyer pendant que je me battais pour ma vie sur la table d'opération. Il s'est braqué, disant que la famille devait se soutenir et que ce qu'il avait fait était pour le bien commun. Ma mère m'a appelé plus tard, me réprimandant d'être égoïste et ingrate. Elle a dit que je gâchais le jour spécial de Chloé en faisant des histoires. Je lui ai demandé si elle savait à qui appartenait la maison dans laquelle il vivait. Il n'avait aucune idée qu'il y a 5 ans, alors qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison par saisie immobilière, je l'avais secrètement rachetée. J'avais utilisé une SCI, Société Civile Immobilière, pour garder mon anonymat. Je l'avais fait parce que je les aimais toujours, même s'ils ne semblaient jamais m'apprécier. J'ai également contacté le seul membre de ma famille digne de confiance, ma tante Geneviève. Elle a 68 ans, c'est une institutrice à la retraite. Elle était furieuse quand elle a entendu ce que mes parents avaient fait. Je lui ai demandé de garder le secret pendant 3 semaines et je lui ai parlé de mon plan pour exposer la vérité au mariage de Chloé. Elle était hésitante au début, inquiète des conséquences, mais elle a promis de me soutenir. Quelques jours après l'opération, mon avocat,
Maître Lefebvre, est venu dans ma chambre d'hôpital. Il m'a dit qu'annuler la vente de l'appartement serait difficile car l'acheteur était un tiers de bonne foi. Mais il m'a aussi informé que j'avais la possibilité de porter plainte au pénal contre mes parents et que le bail de la maison de mes parents arrivait à expiration une semaine après le mariage. Je lui ai dit de rédiger un avis de non-renouvellement de bail et que je déciderais quand le signifier. Une semaine avant le mariage, Chloé m'a appelé. Sa voix était pleine d'une fausse inquiétude, mais je pouvais sentir le venin en dessous. Elle m'a accusé de contrarier nos parents et a dit que j'essayais de gâcher son mariage par jalousie. Je lui ai demandé si elle savait d'où venait l'argent du mariage. Elle a bafouillé et a essayé de rejeter la faute, mais je savais qu'elle était impliquée. Elle avait orienté mes parents vers mon appartement, sachant que je serais inconsciente pendant l'opération. Le lendemain, Chloé a posté une histoire larmoyante sur ses réseaux sociaux, me peignant comme la méchante qui essayait de détruire son bonheur. Mes proches ont commencé à m'appeler, me réprimandant sans même demander ma version de l'histoire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé toutes les captures d'écran, sachant qu'elles seraient utiles plus tard. 2 jours avant le mariage, il y a eu un dîner de répétition. J'avais très mal, mais je savais que je devais être là pour voir la situation de mes propres yeux. Quand je suis entré dans le restaurant, la salle est devenue silencieuse. Ma mère a forcé un sourire et a dit qu'il ne pensait pas que je viendrais. Mon père évitait mon regard. Le jour du mariage, la réception avait lieu dans un domaine luxueux. C'était rempli de décorations coûteuses et de 200 invités, tous là pour être témoins du mariage parfait de Chloé, payé avec mon argent volé. Je suis arrivé avec tante Geneviève. Nous étions habillés de tenues noires simples, un contraste frappant avec l'opulence qui nous entourait. Pendant la réception, mon père a fait un discours sur le sacrifice familial et sur la façon dont tout le monde avait contribué à rendre ce mariage possible. Puis il m'a invité à dire quelques mots. Je me suis dirigé lentement vers le devant de la salle en utilisant ma canne pour me soutenir. La salle était silencieuse alors que je prenais le micro. J'ai commencé par dire « Tu as raison, papa. J'ai beaucoup contribué à ce mariage. Il y a 6 semaines, j'étais sur la table d'opération pendant 9 heures pour une lourde chirurgie du dos. Pendant que j'étais inconsciente, vous avez vendu mon appartement, mon foyer pour lequel j'ai travaillé si dur, sans mon consentement. Vous avez imité ma signature. J'ai sorti les documents pour prouver mes dires, provoquant des hoquets de surprise dans la foule. Puis j'ai dit, mais ce n'est pas tout. Je possède aussi la maison dans laquelle vous vivez depuis 5 ans. Je vous ai sauvé de la saisie, mais vous m'avez remboursé en volant mon domicile. La salle a sombré dans le chaos. Mon père a essayé de nier, mais Maître Lefebvre, mon avocat, s'est avancé pour confirmer tout ce que j'avais dit. Le fiancé de Chloé, Thomas, était sous le choc. Il a réalisé que l'argent du mariage avait été volé. Il a confronté Chloé, et elle n'avait aucune réponse. Les parents de Thomas étaient furieux. Ils ont exigé de parler à Chloé en privé. Chloé était en larmes, réalisant que son mariage parfait s'effondrait. Une fois le chaos apaisé, j'ai clairement indiqué que je ne faisais pas cela par vengeance. Je voulais juste que la vérité soit connue et être traité comme un être humain. Je suis sorti de la salle et la foule s'est écartée pour me laisser passer. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Mon père a été mis à pied de son travail et ma mère a perdu tout son cercle social. La carrière d'influenceuse de Chloé a piqué du nez et ses vrais abonnés ont commencé à se désabonner. Thomas a demandé l'annulation du mariage et sa famille a exigé le remboursement de l'argent qu'ils avaient contribué. 30 jours après le mariage, j'ai reçu un appel de mon père. Il semblait vaincu, demandant plus de temps pour trouver un nouvel endroit où vivre. Je lui ai dit qu'il avait eu 4 ans pour apprécier ce que j'avais fait pour eux, mais qu'ils avaient choisi de me trahir. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. 2 mois après le mariage, j'ai visité l'ancienne maison de mes parents. Elle était vide, et j'ai ressenti un pincement au cœur. J'ai décidé de la louer à un jeune couple, et les revenus locatifs iraient à une association caritative qui aide les victimes d'abus financiers familial. 3 mois après le mariage, j'ai vu ma mère dans le parc. Elle avait l'air plus vieille et plus fatiguée. Nous nous sommes assis sur un banc en silence pendant un moment. Je lui ai demandé si elle allait bien et elle a commencé à dire quelque chose, mais ensuite elle a juste secoué la tête. Je lui ai dit de rentrer chez elle car il commençait à faire froid. Elle est partie sans finir sa phrase.
J'ai appris que poser des limites n'est pas une question de vengeance. C'est une question de respect de soi. La famille ne donne à personne le droit de vous faire du mal. Et parfois, s'éloigner est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même.